Bonjour, aujourd'hui nous recevons le grandissime Maxime Rosier. Merci de cet accueil, fantastique. Et vous remarquerez que grandissime, ça rime avec Maxime. C'est bon là? Bonjour, aujourd'hui nous recevons Maxime Rosier. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 9 ans. Voilà, donc vous êtes avocat, vous êtes ancien bâtonnier, 53 ans. Quand même, c'est bien jeune pour être un ancien bâtonnier. C'est pas si jeune que ça, d'abord. Ce n'est pas si jeune que ça, d'abord, d'une façon générale. Et puis, en réalité, il n'y a pas tant de candidats que ça à ce poste qui est très lourd. Et puis, je le dois aussi un peu au hasard, et j'en ai été très heureux. Vous êtes avocat, donc membre du bureau de la Conférence des bâtonniers, oui. Président de la LICRA, Montpellier, oui, et président des associations Montpellier, Ville de droit. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous définir en 2 mots en plus? Écoutez, je pense qu'on peut dire, avec tout ça, je rajouterais, avocat, vous l'avez déjà dit, ça me définit beaucoup, je rajouterais papa, parce que la famille, j'ai 2 enfants et la famille compte énormément pour moi, et puis sympathique. D'accord. Et la littérature, la lecture? Ça c'est quand j'ai le temps, mais effectivement c'est mon temps libre, c'est plutôt de bouquiner, oui. Voilà, donc la une du 1150 de la Glorieuse, au CHU, c'est Toubib accro de l'oseille. Des praticiens immobiliers jouent les vitrines des multinationales de la santé. Des praticiens médicaux, je pense plutôt qu'immobiliers. Je pense. Des praticiens médicaux. Ouais. Bon, écoutez, moi j'ai une expérience au CHU où j'ai pu constater le succès, la réussite du modèle français, qui à mon avis est un des rares à fonctionner malgré toutes ces difficultés aussi bien dans le monde. Ça veut dire que le CHU, l'hôpital public, a réussi à conserver les meilleurs spécialistes, les plus grands professeurs dans un certain nombre de matières. Ces gens sont extraordinairement dévoués. Moi, j'y ai passé un temps assez long à l'occasion de la maladie d'un proche. J'ai pu voir le dévouement de ces personnes qui gagneraient sans doute beaucoup plus si elles partaient dans le privé. Alors qu'il y ait possiblement quelques moutons noirs à qui l'on peut reprocher quelque chose, c'est possible. On parle simplement de dérive. C'est possible, mais moi, ce que j'y ai vu, mon expérience personnelle, ce que j'ai vu au CHU, ce sont des gens extraordinaires, du plus grand professeur d'ailleurs à l'infirmière et à la puéricultrice, qui travaillent dans des conditions difficiles, et qui se battent vraiment pour les patients. On a une chance exceptionnelle en France. Il faut absolument tout faire pour conserver ce modèle-là. Voilà, donc 2 autres sujets, fin de mandat et frénésie des inaugurations, et ensuite absence de gouvernance métropolitaine, le domaine d'eau prend l'eau. Le domaine d'eau, j'ai rien à en dire parce que je n'en sais rien. Et sur les inaugurations, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que les travaux s'achèvent. On peut dire le contraire. Voilà. Bon, on va parler de justice. Donc le sujet, c'est Sarkozy. Il a dit hier dans la presse, c'est allé encore plus loin que je pouvais l'imaginer. Est-ce qu'on est au théâtre ou au tribunal? Non, on est très clairement au tribunal, pas au théâtre. Sarkozy, monsieur le président de la République, Sarkozy, il est normal qu'il puisse se défendre, critiquer un jugement qui lui est manifestement très défavorable. Ça, très défavorable. Je n'y trouve rien de choquant. Oui, quand même, prison ferme avec mandat de dépôt assorti de l'exécution provisoire,
C'est un jugement auquel, je pense, il ne s'attendait pas, en tout cas dans sa sévérité. C'est un jugement sévère. Donc qu'il le critique, ça me paraît tout à fait normal. Lui et ses avocats, ça me paraît être normal. Ça l'est un peu moins lorsque cela vient de tiers, d'éditorialistes, il y a, je pense, des dérives sur la façon dont sont traitées, parce que cette affaire, il y en a tant d'autres, les décisions de justice. Pour moi, c'est inquiétant. D'accord. On peut revenir sur la condamnation. Là, il n'y a pas eu de financement illégal. Et on lui reproche essentiellement d'avoir écouté des conseillers qui lui ont suggéré des mauvaises idées et de n'avoir rien fait pour les empêcher d'agir. Donc c'est ça, ce pacte de corruption. Alors, vous voyez ça comment, vous, en tant que juriste? Alors, premièrement, moi j'ai pas eu accès au dossier, je suis pas parti dans cette affaire, il y a un jugement de 400 pages que j'ai pas lu, je ferai juste 2 observations. Lui n'est pas condamné pour un pacte de corruption, il est condamné pour association de malfaiteurs. L'association des avocats pénalistes a publié, je crois, un communiqué sur cette question, en soulignant que... Le pacte de corruption et l'association de malfaiteurs, c'est un petit peu la même chose, non? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Je croyais que c'était pacte de corruption. Je crois que le seul, mais me semble-t-il de mémoire... Un pacte effectif de corruption. Qui est condamné pour la corruption, ça doit être Guéant. Le président Sarkozy, lui, est condamné pour association de malfaiteurs. Donc, comme je le disais, l'association des avocats pénalistes souligne que l'association de malfaiteurs, comme d'autres délits, a une définition sans doute un peu trop fluide et extensive, et fait que on peut, avec ce délit-là, condamner assez largement, sans que, objectivement, la caractérisation de l'infraction soit suffisamment encadrée légalement. C'est possible. C'est possible. En attendant, le droit il est ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je ne commenterai pas ni de façon laudative ni critique cette décision de justice. Elle est ce qu'elle est. Il existe des voies d'appel. Voilà. Dans cette affaire-là, est-ce que les juges peuvent être taxés de politique? Alors ça, voilà. Il y a des principes quand même. On taxe beaucoup les juges de beaucoup de choses. Comme on a taxé beaucoup les politiques de beaucoup de choses. On est en train, à mon avis, de saper les piliers de notre démocratie. C'est-à-dire que dire que le jugement est mauvais, qu'il correspond pas aux faits, qu'il est critiquable, on peut tout dire, et c'est légitime, et il y a une voie d'appel pour ça. Bon, voilà, ça c'est une chose. Dire que les juges sont aux mains des politiques, d'abord c'est faux. Preuve en est qu'ils condamnent des politiques. Alors, on veut vous sous-entendre qu'ils sont tous de gauche sans doute, mais le jour où ils condamneront je ne sais qui à gauche, parce que ça a été le cas pendant des années, hein, les affaires Urbat, les affaires machin, ils ont condamné la gauche à tour de bras aussi, hein, les Roland Dumas, les machin, bon, et on disait sans doute que c'était une justice politique. Alors, au-delà des effets de manche, le problème c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu, on le voit dans ce cadre politique, mais on l'a vu aussi à Mazan, sur quelque chose de tout à fait différent. On s'autorise à considérer que la justice, une fois est laxiste, une fois est trop sévère, une fois est politique, que c'est le gouvernement des juges, que, etc., etc. La justice, c'est un des fondements de notre démocratie. Si on commence à la vouloir trop expéditive, trop conciliante, à la critiquer dès qu'elle prend des positions, on le voit y compris à Montpellier sur d'autres sujets environnementaux, où on va vous dire que vous n'êtes pas légitime, que vous êtes pour des écocides, que vous êtes... C'est sans fin. On a une justice qui fonctionne, avec des magistrats qui sont pour la plupart très indépendants et très objectifs dans le traitement des dossiers. Je pense qu'il faut prendre garde
à ne pas trouver un nouveau bouc émissaire à la situation de tension dans laquelle nous nous trouvons au niveau de la société. C'est-à-dire que plus rien ne passe. J'imagine que c'est vrai pour les journalistes aussi. Oui. Et que répondez-vous à ceux qui disent que le président Sarkozy va en prison et que les OQTF sont laissés en liberté? Qu'est-ce que je réponds? Les OQTF qui sont jugés et condamnés au pénal, ils sont, à mon avis, en prison. Que l'OQTF, c'est une mesure, c'est pas... S'ils sont condamnés pénalement, la plupart vont en prison. Il y en a même en détention provisoire. Lorsqu'ils sont simplement n'ont pas respecté leur obligation de quitter le territoire français, eh bien, ils vont, la plupart du temps, dans des centres de rétention qui ne sont pas des prisons, mais parce qu'on est dans des mesures administratives, pas des mesures de justice pénale. C'est-à-dire qu'ils font leur temps en matière pénale, et puis après, ils sont censés quitter le territoire. Alors après, considérer que il y a une justice laxiste d'un côté, et puis extrêmement difficile de l'autre, extrêmement rigoureuse, plutôt sévère de l'autre, c'est un peu inexact. Il suffit de mesurer le nombre de personnes qui sont déjà en prison, en détention provisoire, et qui n'ont pas été jugées. C'est-à-dire qu'elles sont présumées innocentes, comme tout prévenu, et comme un ancien président de la République, sauf qu'elles sont déjà en prison. Selon vous, est-ce que les libertés fondamentales sont respectées aujourd'hui? Moi, à mon avis, à aujourd'hui, en grande partie, dans notre pays, oui. Dans notre pays, oui. La liberté de manifester, elle existe. La liberté de la presse, elle existe. La liberté d'opinion, elle existe. Il faut arrêter de dire, comme j'ai pu l'entendre de façon aberrante, dans la bouche de Sofia Chikirou, que finalement il n'y avait pas plus de liberté en France qu'en Chine. Bon, il faut arrêter les conneries 5 minutes. Évidemment, au contraire, et d'ailleurs c'est même ce qui est reproché parfois par une certaine partie de l'opinion, voire du monde politique, qui est de dire, mais finalement les droits de l'homme, l'intensité de protection des libertés fondamentales qui viennent notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, mais pas seulement, et nos principes intégrés à la Constitution, donc la Déclaration des droits de l'homme et autres, ça nous empêche d'avoir une politique sérieuse en matière d'ordre public. Ça a été dit, ça. On ne peut pas tout dire et son contraire. Non, je pense que les libertés fondamentales, elles sont garanties dans notre pays, et fort heureusement, on l'a vu au moment du Covid, nous, à l'Ordre des avocats, on a fait... jugé par le Conseil d'État qu'il pouvait y avoir des dérogations après 18h pendant le couvre-feu pour aller voir son avocat. Le juge administratif a fait son boulot. Il a défendu les libertés fondamentales, l'accès à l'avocat, l'accès à la justice, etc. Ils le font tellement qu'il est reproché au Conseil constitutionnel maintenant d'empêcher le ministère de l'Intérieur notamment d'avoir les mesures adéquates en matière d'ordre public. Donc, oui, pour répondre à votre question, oui, elles y sont. La liberté d'expression, parce qu'on se voit ce qui arrive des États-Unis et d'ailleurs, le free speech, voilà, est-ce que la liberté d'expression aujourd'hui est menacée? Elle l'est. Moi, je suis convaincu qu'elle l'est. Elle l'est, et vous savez par quoi? Elle l'est pas par des lois. Elle l'est pas par Elle l'est par l'autocensure. L'autocensure. La menace, les réseaux sociaux et l'autocensure. On l'a vu à Mazan, pour le coup. La pression médiatique et des réseaux sociaux était telle que certains confrères ont eu des craintes au moment d'interroger la victime. Poser certaines questions qui doivent pouvoir se poser librement et auxquelles la victime doit pouvoir répondre librement. Oui, pardon, parce qu'elle voudra. C'était déjà considéré comme quelque chose d'illégitime. Certains se sont auto-censurés. Pas tous, heureusement. On est tous en ce moment en train de, sur un certain nombre de sujets, de s'auto-censurer.
parce qu'on est dans le panoptique des réseaux sociaux et que tout est interprété, tout est découpé, tout est segmenté, et qu'on peut vous faire dire un certain nombre de choses, on peut vous prêter des intentions, et ça débouche sur des excommunications, des mises à mort sociales. Donc je pense que la liberté d'expression, elle est très clairement en danger, surtout sur des sujets tendus. Quel genre de sujets? Des sujets tendus, il y en a tant et plus. Les sujets notamment qui ont un rapport de près ou de loin avec les féminicides. Est-ce qu'il est possible de poser des questions? Est-ce qu'il est possible, dans un débat par exemple juridictionnel, lesquels? Est-ce que les enfants, la question des femmes, la question là-bas aujourd'hui évidemment de la Palestine, tout ça sont des sujets tellement brûlants et puis qui créent des positions tellement opposées et radicales que tout faux pas est susceptible d'avoir des conséquences assez dramatiques. Et c'est quoi les conséquences de cette excommunication sociale? Une excommunication sociale. C'est-à-dire que vous allez être... on le voit avec les magistrats là, sur l'affaire Sarkozy, ils sont menacés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils reçoivent des menaces. Menaces physiques, menaces sur la famille. Les magistrats sont sur les réseaux sociaux? Je sais pas si c'est arrivé sur leur mail ou leur téléphone ou par des LinkedIn, des messages LinkedIn, j'en ai aucune idée, j'ai pas les éléments, mais on le sait puisqu'il y a une plainte aujourd'hui. Alors aujourd'hui, là, le citoyen, il vit très mal les problèmes de finances publiques, les gaspillages, le dévoiement des fonds. Bon, c'est un peu lié de près ou de loin avec Sarkozy, mais dans toute la gestion, par exemple, des municipalités en France, on le voit, ça. C'est très réactif. Les finances, on paye beaucoup d'impôts partout. Il y a une pression fiscale qui est très importante dans ce pays. Quel est votre regard là-dessus? Moi, je partage l'avis du citoyen lambda, parce que je suis un citoyen lambda, c'est-à-dire que je paye beaucoup d'impôts, que je constate que malgré ce, tout ne s'améliore pas. C'est-à-dire qu'il y a plutôt, alors même que la pression fiscale augmente, finalement il y a un certain nombre de domaines où les choses, on a le sentiment que les choses marchent moins bien qu'elles ne marchaient. Après, il faudrait quand même se comparer aussi, parce que quand je me regarde, je m'afflige, quand je me compare, ça va mieux. Moi, j'ai des amis qui, de Londres, me disent qu'il y a quand même des trucs qui marchent ici, qui ne marchent plus là-bas. En termes notamment de santé, en termes de routes, en termes de beaucoup de choses. D'électricité, que sais-je. Donc, on a quand même un système qui marche. Après, pour autant, moi, je suis comme tout le monde. Je vois je vois mes feuilles d'impôt augmenter de tous ordres, et je constate que il manque des personnels à tel endroit, etc. Alors, je suis d'autant mieux placé que la justice, contrairement à ce qui a pu être dit et écrit, est le parent pauvre des finances publiques. On va revenir. Donc, si vous voulez, je partage cet avis sur l'idée qu'il faudrait une meilleure allocation des ressources de l'État et qu'il y a très probablement des choses qui méritent d'être réorientées sur les sujets principaux que sont la justice, l'éducation, la sécurité. Bon, il y a un certain nombre de choses où on sait que c'est la base, quoi. Pour une démocratie moderne, quel est votre regard sur la saisine directe? On parle beaucoup de pétitions aujourd'hui. Il y a eu la pétition sur les produits phytosanitaires, là, je ne me souviens plus ce que c'était. Et ensuite, il y a eu sur l'immigration. L'immigration. Donc, voilà, la démocratie, c'est important. Aujourd'hui, la démocratie, c'est on vote une fois, puis ensuite, les élus font ce qu'ils veulent. On n'a pas de retour dessus sur le Conseil constitutionnel. Voilà, quel est votre regard là-dessus?
Bon, alors, moi, je suis... En tant que juriste. En tant que juriste, moi, personnellement, je suis pour la démocratie représentative. C'est-à-dire, effectivement, parce qu'on est un grand pays avec une population importante, que si on s'amuse à faire de la démocratie directe, c'est très simple, on ne fera jamais rien, puisqu'il y aura toujours une partie importante de la population qui est contre ce qu'on essaie de faire, puisque dès qu'on fait quelque chose, c'est normal, il y a la moitié qui est contre, la moitié qui est pour, ou un peu plus, un peu moins, etc. C'est toujours comme ça. Dès que vous faites quelque chose, vous avez toute une partie de la population qui s'élève pour dire qu'il faudrait faire autre chose. Donc, je suis pour la démocratie représentative, c'est-à-dire un programme qui est clair, qui est présenté aux électeurs, ils votent, et ils choisissent le programme qui leur convient, et ce programme, encore faut-il qu'il soit appliqué. Très souvent, il n'est pas appliqué. C'est là qu'est le problème, c'est là que le bas blesse. Il y a eu des moments qui sont des traumatismes, à mon avis, démocratiques, comme le référendum sur le traité de Lisbonne. Bon, c'est un traumatisme démocratique, puisqu'effectivement, on a voté non, puis en fait, ça a été oui, quoi. Donc, effectivement, il y a eu des moments comme ça de traumatisme démocratique. Je pense qu'il y a sans doute une problématique de mode de scrutin parce que il y a toute une partie de la population qui vote et qui ne se sent pas représentée aussi, parce qu'il y a le scrutin majoritaire, ce qu'on met de la proportionnelle, etc. Donc ça c'est des vraies questions de fonctionnement institutionnel dont je ne suis pas spécialiste. Pour autant, je pense que la démocratie représentative pour un pays comme le nôtre, c'est la bonne formule. Est-ce qu'il faudrait avoir plus sur des questions, avoir plus de référendums? Est-ce qu'il faudrait avoir plus de proportionnel, c'est-à-dire que être sûr, avoir des moyens comme ça de contrôle pour que ça dérive pas complètement une fois élu? Peut-être, des mécanismes. Aujourd'hui, il faut 60 sénateurs ou 60 députés pour saisir le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, sur une pétition cadrée, s'il y avait, je sais pas, 4 millions ou 5 millions de personnes qui... Un peu comme en Suisse, là. Ouais, comme en Suisse. Peut-être, pourquoi pas, une espèce de référendum d'initiative populaire avec des contrôles du Conseil constitutionnel, pourquoi pas. Attention, on peut quand même maintenant, il y a la question prioritaire de constitutionnalité, hein, il n'y a pas que le contrôle a priori de 60 députés ou 40, je sais plus, les sénateurs au stade de la loi. Ça veut dire qu'au stade des contentieux, on peut poser des questions prioritaires de constitutionnalité de la loi au juge, au Conseil constitutionnel. C'est possible. Moi, j'en ai déjà posé. Pour le compte de n'importe qui, de requérants lambda. Donc le contrôle de constitutionnalité, c'est quand même beaucoup accru. Maintenant, est-ce qu'il faudrait un système très encadré à la Suisse sur un certain nombre de questions? Moi, je n'ai pas d'avis très tranché. Faudrait voir quelles sont les garanties, il ne faudrait pas qu'on vote toutes les 3 semaines sur des sujets totalement clivants, mais parce que déjà moi j'ai le sentiment que quand même la société se tend. Si on se clive encore à l'occasion de référendums, tout ça va mal finir, quoi. Et puis il y a des questions qui sont des questions techniques. À voir. Que faut-il faire pour améliorer le fonctionnement de la justice en dehors de l'augmentation des moyens? On évacue tout de suite la question des moyens. Voilà. C'est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage. Parce qu'il y a un vrai sujet. Il faut bien mesurer. Non, mais je sais. Je le dis pas par corporatisme. Je le sais parce que j'ai étudié le dossier. On dépense en France 80 € par habitant pour la justice et en Allemagne c'est 140. Donc quand même, il y a un gap important. C'est même mieux. Là, moi, j'ai ce truc qui me fascine. Je vous le livre quand même. C'est quand même incroyable. C'est fantastique et je le dis dès que je peux. Que finance 1000 € d'impôts? Ça, c'est Bercy qui le dit. Bercy. Donc vous payez 1000 € d'impôts. Il y a 561 €, plus de la moitié, c'est de la redistribution et de la protection sociale. Donc les retraites, c'est 253, la santé, c'est 201, la famille 40, le chômage 29, la solidarité autre 25, l'aide au logement 13. Donc 561,
redistribution aide sociale, protection sociale au sens large. 88 € l'éducation. Okay, 66 € le fonctionnement des administrations publiques. 59 € le soutien aux activités économiques. Ça a été en débat d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. 50 € les transports et équipements collectifs. 31 € la dette. 31 € la défense. 30 € la recherche. 26 € la culture et les loisirs. 25 € la sécurité. 17 € l'environnement. 11 € les infrastructures. Et 5 € la justice. Il faut l'avoir en tête, ça. C'est pas possible. Et dans la justice, gardez à l'esprit qu'il y a la pénitentiaire. Il n'y a pas que les tribunaux, les juges, les greffes, etc. Non, il y a les prisons. Toute la pénitentiaire, elle est dedans. Donc, c'est infaisable. Bon, alors, donc, revenons à notre question. Là. Donc, pourquoi en dehors de ça, je dirais qu'il faut, je vais être très girondin, il faut arrêter dans ce domaine, sans doute dans d'autres, cette obsession centralisatrice nationale. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté pendant le Covid? Qu'est-ce qu'on a constaté pendant les moments de crise, etc. Les petites et moyennes juridictions où les gens se connaissent, magistrats, greffiers, avocats, etc., ils ont réussi à faire tourner la machine. Parce qu'ils se connaissent, justement. Parce que ça fonctionne, parce qu'il y a de l'humain, parce que... Voilà. Les grosses machines, elles ont été totalement grippées. Impossible. Donc, il faut impérativement, et contrairement à ce qui a été fait avec la modification de la carte judiciaire, conserver les juridictions de proximité, comme d'ailleurs, il faut conserver les communes et leurs maires, parce que c'est le premier rapport, le premier accès à la démocratie, en l'occurrence le premier accès au droit. Ensuite, qu'on mutualise au niveau des cours d'appel, pourquoi pas, discutons-en. Mais la première des choses, à mon avis, c'est qu'il faut que les juridictions restent, si possible, à taille humaine, et qu'elles restent de proximité. Ça sera une solution déjà. Pourquoi avoir accepté d'être président de la LICRA? Ça me paraît évident. Parce que vous parliez des maux de la société aujourd'hui, l'intolérance et les résurgences des haines raciales ou des haines identitaires ou des haines de genre, de ceci, de cela, ne font que réémerger. Là, on est dans une situation où toutes les semaines, au tribunal, il y a des dossiers de discrimination homophobe, d'antisémitisme, etc. Enfin, on voit ça marche plus, quoi. Ça marche plus. Il y a plus qu'avant? Plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant. Les rapports se tendent, les rapports identitaires se tendent, chacun se revendique d'une identité qui devient agressive et exclusive de celle de l'autre. Enfin, on est dans une situation où, si on y prête garde, on va vers des moments pas très agréables. Donc, effectivement, ça m'a semblé le bon moment pour essayer d'amener une petite pierre au dernier élément de notre devise nationale, à savoir la fraternité. Parce que c'est quand même, ça fait partie de nos valeurs françaises. Et la LICRA, donc, a des financements publics, je suppose? Oui, tout à fait. Comme de nombreuses associations ayant de recours au financement public se réclament de l'apolitisme. Est-ce une position tenable dans une société où on évoque même les juges politiques? C'est du baratin. On est tous... ça dépend de la définition qu'on donne aux politiques. Apartisane, sans doute. Apolitique, certainement pas. En défendant la fraternité, en luttant contre les discriminations, on est fatalement dans le champ du politique, mais au sens noble du terme. Après, la LICRA, elle n'est pas, entre guillemets, maquée avec un parti. Ça se saurait. Alors, il y a un sujet, c'est l'antisémitisme. On est passé d'une société qui était, on va dire, sur un antisémitisme en mode Charles Maurras. Aujourd'hui, un antisémitisme des banlieues.
Vous avez une remarque par rapport à ça? Oui, on peut en parler. Sur l'antisémitisme proprement dit, il y a eu historiquement un antisémitisme d'extrême droite auquel vous faites référence en citant Charles Maurras. Il a existé, il en existe toujours, sans doute. Simplement, bon, c'est le journal Rivarol, là, par exemple. Bon, il existe. Bon, il existe, il se maintient, il est un peu plus effectivement discret que ne l'est un antisémitisme d'extrême gauche déjà, qui lui aussi est ancien. Lui aussi est ancien. Les procès de Moscou, les procès des blouses blanches, la gauche française l'a défendu, là, hein, et Sartre, tout ça, ils se sont tus au moment du procès des blouses blanches. Et puis, Carlos, la rue des Rosiers, etc. Bon, c'est un antisémitisme marqué de type Brigade Rouge ou ce genre-là, qui existe depuis un certain temps. Bon, et dès le départ, il y a eu une espèce de jonction entre cet antisémitisme-là et la cause palestinienne, qui à mon avis n'en a pas besoin, parfaitement légitime en elle-même, sans avoir besoin de s'acoquiner avec une extrême gauche antisémite qui existe. Alors après, dans les quartiers, il y avait de tout. Ça se mettait sur la figure, mais ça s'appréciait. Des pieds noirs, etc. Tout ça s'est perdu, ça s'est maintenant beaucoup crispé. Il y a une partie, effectivement, de l'opinion, on peut le penser, une partie de l'opinion là-bas qui, dans les quartiers, qui, particulièrement sensible à la cause palestinienne, on voit se développer une forme d'antisémitisme là-bas, oui. Ça existe en banlieue parisienne, il y a des agressions à Sarcelles, il y a des agressions, on le voit. Bon, après, j'ose espérer que c'est pas la majorité. Que fait la LICRA contre cet antisémitisme de banlieue? Ah ben nous, c'est très simple, hein. La LICRA, elle a toujours eu 3 modes d'action. Le juridique et judiciaire, c'est-à-dire quand il y a des plaintes, quand il y a des choses à faire, elle se mobilise. D'ailleurs, on est en train de discuter d'une convention cadre avec le parquet à Montpellier. Ça, c'est l'action juridico-judiciaire. Donc on a déjà obtenu un certain nombre de jugements. Vous avez entendu parler de l'affaire d'Anduze il y a quelques mois, là, une agression antisémite. Bon, le prévenu a été condamné à 2 ans de prison. Ça, c'est pareil, c'est un exemple. Ensuite, il y a la formation. Il faut tisser des liens, il faut se connaître, il faut se parler. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que toutes les banlieues, etc., sont de façon systématique et uniforme antisémites. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il faut bosser, il faut y aller, il faut remettre un peu de... Donc, il y a des événements, des formations, etc. Donc, ça, c'est un autre volant de l'activité de la LICRA qui essaie comme ça de lutter contre, je sais pas moi, ce développement sourd d'un nouvel antisémitisme. Qui est relayé essentiellement par les porteurs d'une idéologie islamiste. Donc tout le monde n'y est pas sensible, loin de là. On a des liens avec les autorités religieuses qui sont là régulièrement, de tous bords, de toute conviction, de toute... voilà. Donc la LICRA, elle fait tout ça. Et quel est votre regard sur les manifestations pro-palestiniennes là, qui se passent depuis quelque temps dès qu'il y a une manif, il n'y a que des drapeaux palestiniens. Il y a plus... comment ça s'appelle le cours administratif là, qui refuse les manifestations qui se font quand même. Ça dépend. C'est le préfet qui saisit pour en interdire un certain nombre lorsqu'il estime qu'il va y avoir des risques de troubles à l'ordre public. Parfois, le tribunal administratif suspend l'arrêté préfectoral, parfois il le confirme.
écoutez, nous, moi, la manifestation dans notre pays, c'est une liberté publique, hein, c'est une liberté fondamentale, on y a droit, sous réserve que les propos qui sont tenus restent dans l'épure évite l'incitation à la haine, évite l'apologie du terrorisme, évite, etc. Bon, c'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Puisqu'il y a eu des condamnations pour apologie du terrorisme et incitation à la haine de propos tenus lors de manifestations BDS. Vous suivez ça de près? On regarde, oui. Dernière question, est-ce que Montpellier est une ville dangereuse pour ses habitants? C'est une ville apaisée? Non, dangereuse. Moi, enfin, il y a un effet loupe un peu des faits divers. Il en existe. Il y a eu des choses extrêmement graves qui se sont passées de façon. Alors je me rappelle d'une aux arceaux, là, d'une jeune médecin, etc. Ça existe les faits divers. Hein. Il y a des gamins qui sont poignardés, ça arrive, ça existe. Donc je vais pas dire de façon angélique que moi j'ai 2 enfants, je vais pas dire de façon angélique que on est toujours très tranquille lorsqu'ils sont dehors. Pourtant moi j'y habite depuis maintenant plus de 25 ans, j'ai jamais eu de soucis, mais ni mes enfants, mais je sais que quand même la sécurité à Montpellier, comme ailleurs, comme à Marseille, comme à Lyon, comme à Paris, comme à Toulouse, c'est un sujet sérieux. C'est le sujet numéro 1. C'est un sujet sérieux, c'est une des préoccupations numéro 1 des Français, je crois. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup.